Voilà, ça commence. Donc, du coup, bienvenue dans ce Midi Experte. Donc, comme je le disais, on a vraiment la chance de recevoir le docteur Jacques Pralon, euh, qui est médecin spécialiste FMH en médecine du travail. Peut-être, docteur, vous seriez d'accord de vous présenter peut-être en quelques mots pour commencer? Volontiers. Bonsoir à tous. Tout d'abord, je vous remercie pour l'invitation et l'opportunité de m'exprimer sur cette thématique importante et de répondre aux questions. Effectivement, je suis médecin spécialiste en médecine du travail. Avant ça, j'avais deux autres spécialités, la médecine interne et la pneumologie. Et puis actuellement, je fais une grande majorité de mon temps de la médecine du travail où on voit beaucoup de personnes qui travaillent et qui ont des problèmes de santé. Et le but, c'est de les aider soit à rester au travail, soit de les aider à revenir sur leur poste de travail. Et parmi les problématiques de santé auxquelles on est confronté, ben, le diabète, évidemment, en fait partie. Donc, c'est quelque chose qu'on connaît. Et c'est une des raisons aussi pour lesquelles je trouve important de pouvoir préciser certains éléments et répondre à des questions par rapport à cette thématique. Merci beaucoup. C'est vrai que effectivement, hein, il y a beaucoup de questions qui peuvent parvenir par rapport au diabète et au travail, au diabète de type 1 et au travail. L'une des premières questions qui vient souvent, c'est qu'on entend qu'il y a certains métiers n'est pas possible de faire avec un diabète de type 1. Est-ce que c'est vrai, une première question, et pour quelles raisons? Alors effectivement, c'est quelque chose qu'on entend et c'est vrai. Euh, c'est vrai essentiellement dans des professions qui ont des exigences importantes, voire extrêmes en termes de santé. Et pour ces professions-là, il y a des critères médicaux d'aptitude qui doivent être remplis avant de débuter la profession et puis en tout temps si la personne a déjà commencé cette activité professionnelle. Et si l'un ou l'autre de ces critères n'est pas rempli, eh ben, la personne peut être déclarée inapte à son poste de travail. Alors, si elle n'a pas commencé à travailler, elle sera déclarée inapte au départ et du coup, elle ne pourra pas exercer. Et puis, si d'aventure, elle avait pu débuter son activité, que le diabète de type 1 ou un autre problème de santé se déclare en cours d'activité professionnelle, ben, l'inaptitude peut être déclarée en cours d'emploi. Parmi les professions concernées, alors la liste elle n'est pas exhaustive, mais dans les professions fréquentes et connues, on a pilote de ligne et contrôleur aérien, pompiers professionnels et pompiers volontaires dans les communes, grutiers, plongeurs professionnels, les gens qui doivent travailler avec des armes à feu. Mhm. Et puis, pour la conduite professionnelle, là, il y a des critères qui sont très, très précis. Par exemple, quelqu'un avec un diabète de type 1 qui a de l'insuline ne pourra pas conduire tout ce qui est autobus, donc transport de personnes. Et puis, pour la conduite professionnelle, mais sans transport de personnes, par exemple la conduite de camion, là, il y aura une évaluation médicale très précise avec des critères très précis. Donc, c'est pas une inaptitude complète et définitive, mais il y a des critères précis qui doivent être remplis. Donc, la personne avec un diabète de type 1 pourrait être conducteur, mais selon des critères. Donc, vous voyez un petit peu les exemples de professions concernées. C'est des professions où on ne peut pas prendre le risque, par exemple, d'une hypoglycémie, évidemment. Et du coup, les critères médicaux sont vraiment des critères stricts et obligatoires pour l'aptitude. Et donc, si je prends l'exemple d'un policier, hein, parce que vous avez parlé d'armes à feu, euh, peut-être que, enfin, concrètement, comment ça se passe si un policier tout d'un coup découvre qu'il a un diabète de type 1? Est-ce que voilà, il est licencié, il y a plus il y a pas de perspective pour lui de retrouver du job dans sa formation? J'imagine qu'à la police, il n'y a pas tous les policiers qui portent des armes à feu. Quelles sont un petit peu les possibilités et les perspectives à ce niveau-là? Alors, pour les armes à feu, les critères sont un petit peu variables et si la personne ne travaille pas seule, que son diabète est très bien contrôlé, elle pourrait poursuivre. Et puis, si c'est pas le cas, ben, effectivement, l'idéal, c'est de trouver une activité au sein du même service ou du corps de police, mais par exemple un service non armé.
Ça, c'est vraiment la situation idéale quand le diabète de type 1 est diagnostiqué alors que la personne est déjà en activité. Pour certains domaines, c'est possible. Si vous êtes pilote de ligne, eh ben, là, il y a vraiment zéro alternative. Si vous avez un diabète de type 1 avec un traitement hypoglycémiant, là, vous êtes déclaré inapte définitivement. Et c'est une reconversion professionnelle qui est obligatoire, reconversion qui est gérée de façon standard dans ce contexte-là, où l'assurance invalidité va intervenir pour aider la personne à trouver un nouvel emploi et éventuellement à faire une mise à niveau aux besoins en fonction de ses intérêts et de sa formation de base. Mhm. Donc, en fait, l'AI apporte quand même un soutien pour que Oui, la personne ait le temps de se reformer et de retrouver aussi. tout Euh, à fait. Dans le cas d'une inaptitude au poste, euh, l'AI, elle va entrer en matière. La personne, elle peut tout à fait travailler, simplement que sa condition médicale ne lui permet pas de remplir les critères exigibles aux contraintes de la profession. Et dans ce cas-là, ben, évidemment, on ne va pas aller vers une rente invalidité, mais l'AI va accompagner la personne pour faire une formation complémentaire et, dans un deuxième temps, l'aider à trouver un nouvel emploi. mhm. D'accord. Et puis par rapport aux situations peut-être que vous rencontrez en lien avec le diabète de type 1, quels problèmes vous rencontrez régulièrement? Quelles sont les situations auxquelles vous êtes confrontés? Alors, là, c'est vrai que, on a évoqué plutôt les professions où le diabète de type 1 est une contre-indication, soit à débuter, soit à poursuivre l'activité professionnelle. Alors, ça existe, mais c'est vraiment pas les situations les plus fréquentes. Les situations les plus fréquentes, c'est plutôt des personnes avec un diabète de type 1 qui ont une activité. Et ce qu'on est mené à faire, c'est évaluer soit l'impact du diabète sur l'activité professionnelle, soit dans l'autre sens, l'impact de l'activité professionnelle sur la maladie, son contrôle et son évolution. Euh, L'influence du travail sur le diabète, ben, il y a des situations toutes simples. Si vous avez une activité professionnelle et on vous diagnostique un diabète de type 1, ben, on peut imaginer que toutes les activités où il y a une demande physique importante, ben, ça peut avoir une influence sur le contrôle de la maladie. Euh, L'activité professionnelle exposée aux conditions climatiques, aux intempéries et aux températures extrêmes, ça peut aussi influer sur la maladie. Une situation très fréquente, c'est les personnes qui ont une activité avec des horaires irréguliers, du travail posté, du travail de nuit, du travail en équipe avec des rotations. Évidemment, toute activité professionnelle qui génère du stress et du stress important, ben, cette composante-là va aussi avoir une influence sur le contrôle de la maladie. Et puis, évidemment, les activités professionnelles avec un risque infectieux, eh bien, évidemment, si la personne diabétique de type 1 risque d'attraper ou attrape une infection en lien avec son activité professionnelle, et bien on aura des recommandations spécifiques dans ces cas-là, que le risque infectieux soit lié à des traumatismes, par exemple, ou alors simplement lié à l'activité professionnelle. Je peux vous donner comme exemple un éboueur qui forcément est exposé à un risque infectieux, ou bien des employés de stations d'épuration qui sont aussi exposés à des risques infectieux. Donc, les exemples que je viens de citer, c'est des exemples où l'activité professionnelle peut influer sur la maladie. Et puis, on a d'autres situations où c'est le diabète qui peut influer sur le travail. Et là, on pense soit au risque d'hypoglycémie lié au traitement, soit avec l'évolution de la maladie, aux effets de certaines complications du diabète sur la capacité de travail à moyen long terme. Et ces éléments-là sont aussi à prendre en compte dans le contexte de l'activité professionnelle à un moment donné ou à un autre dans la maladie. On peut imaginer des patients diabétiques de type 1 qui doivent utiliser des machines ou des outils dangereux
le fait de faire du travail en hauteur, euh, le fait d'avoir une activité professionnelle où on a du travail isolé qui peut comporter certains risques. Par rapport aux complications du diabète, si malheureusement, comme c'est parfois le cas, il y a une polyneuropathie qui se développe, notamment au niveau des mains, ben, si votre activité professionnelle est une activité de précision, ben, peut-être que ce sera plus difficile d'assembler des montres dans un atelier dans ce contexte-là. Donc ces exemples-là, c'est des exemples où c'est plutôt la maladie, le diabète de type 1, qui peut avoir un impact sur la capacité de travail, soit immédiatement, soit à moyen terme. Parce que du coup, vous avez parlé, alors je reprends un exemple, hein, les horaires de nuit. Donc, Oui, vous, dans votre quotidien et votre expérience, vous avez des fois des demandes qui viennent soit des entreprises ou soit même des personnes qui vivent avec un diabète de type 1 et qui demandent peut-être des ajustements d'horaires ou tout à des fait. demandes particulières. Ah, ça, c'est intéressant. Alors, les demandes, c'est variable. Ça peut être la personne diabétique elle-même, ça peut être le médecin qui suit la personne diabétique qui prend contact pour discuter d'une évaluation par rapport à la situation, ou bien ça peut être dans le cadre d'une entreprise où soit l'encadrement, soit les ressources humaines sollicitent une évaluation. L'évaluation, elle peut être de deux ordres. Soit effectivement ce que vous avez évoqué, la question d'un ajustement d'horaire, voire d'une suppression des horaires irréguliers, d'un passage à un horaire régulier de journée. Ça, c'est une possibilité. L'autre possibilité, c'est plutôt de savoir si la personne, elle peut continuer les horaires irréguliers ou les rotations, le travail de nuit. Mais du coup, là, c'est plutôt une demande de conseil à la fois à la personne concernée en termes d'hygiène de sommeil, d'hygiène alimentaire, de gestion des collations en fonction des différents shifts, de gestion du traitement aussi. Et puis parfois, c'est des conseils aussi à l'employeur. Mhm. Et j'ai plusieurs exemples de personnes qui travaillaient en 3-8, une semaine de travail de matin, une semaine de soir et une semaine de nuit, chez qui un diabète a été diagnostiqué. Oui. La personne souhaitait poursuivre, tant que faire se peut, son activité en rotation. L'employeur était OK avec ça. Alors, il y a eu une toute petite période au début, à l'entrée dans la maladie, où il a fallu ajuster le traitement, évidemment, et puis elle a eu une activité de journée. C'était relativement court, c'était quelques semaines dans le cas auquel je pense. Et puis, dès que le traitement avait été stabilisé, que la personne avait compris comment le gérer, que c'était OK pour le médecin, le diabétologue qui suivait la situation, on a repris des horaires classiques pour sa fonction, c'est-à-dire en 3-8. Et puis, on était à disposition au besoin. La personne avait un endroit où elle pouvait injecter son traitement, stocker son insuline. Et puis, elle avait reçu des conseils, y compris de la part de son diabétologue, pour gérer un petit peu les collations, le suivi glycémique. Et cette situation a très, très bien fonctionné pendant plusieurs années. Donc, dans des cas typiquement par rapport aux horaires ou par rapport à certains risques, c'est pas parce qu'un diabète de type 1 est diagnostiqué que forcément la personne doit soit changer de travail, soit changer l'organisation du travail. Dans plein de situations, si l'accompagnement est adéquat, que la personne est volontaire et puis que l'entreprise est prête à la soutenir, c'est tout à fait possible de mettre en place une structure qui permet à la personne de continuer. Et si la personne est appréciée dans sa fonction, en général, l'entreprise va faire les quelques efforts nécessaires pour lui permettre de continuer. Mhm. Et donc, c'est plutôt encourageant par rapport à tout ce que vous avez expliqué, de dire que dans la majeure partie des cas, on a vraiment voilà, soit des agencements possibles au niveau des conditions de travail, ou soit avec de l'apprentissage et de la formation et l'accompagnement aussi de son médecin, la possibilité tout à fait de continuer sa fonction comme initialement. Vous avez énoncé hein, quelques exceptions comme les métiers où ben, il y a un risque qui est compris avec la responsabilité de soi, mais surtout d'autres personnes, hein, comme j'ai compris avec pilote de ligne et pilote de bus. Hein. Quelqu'un de diabétique, par conséquent, ne peut pas travailler au TPG, si j'ai bien compris, comme ne peut pas conduire de bus. Mais on reste quand même sur quelque chose qui est intéressant parce que, voilà,
c'est possible finalement de travailler, d'avoir un 100%, de faire des nuits dans la mesure du possible. Chacun est bien sûr différent. Je profite de souhaiter la bienvenue au docteur Gastaldi qui nous rejoint aussi et qui aura aussi le rôle ce soir de nous partager des expériences qu'il a entendues de patientes et de patients. Euh, Par rapport, Bonsoir. Bonsoir à tous. Salut Jacques. Grosse Salut bise. Giacomo. je vois que Inès lève la main, donc je lui propose de prendre la parole. Oui, déjà, merci beaucoup pour déjà ces quelques petits mots. J'avais une petite question par rapport, donc vous avez dit des aménagements qui ont été entrepris par les différentes entreprises. Et ma question était, est-ce que ça, c'est un peu, chaque entreprise fait un peu à sa sauce et à l'aménage dans les mesures du raisonnable, bien sûr, des aménagements, ou est-ce que c'est dans la loi, il y a quelque chose d'inscrit qui dit qu'il faut quand même un peu, un peu s'adapter par rapport à un employé qui aurait des problèmes de santé comme le diabète de type 1? Merci pour votre question. Alors, il n'y a absolument rien dans la loi qui oblige un employeur à faire un quelconque effort par rapport à un de ses employés qui présente une maladie chronique, que ce soit le diabète de type 1 ou un autre type de maladie. L'employeur, d'un point de vue santé, il a l'obligation de protéger l'ensemble de ses collaborateurs par rapport aux risques liés à l'activité professionnelle. Et puis, chaque employé a l'obligation, et ça, par contre, c'est mentionné dans la loi, d'être en capacité de travail quand il vient travailler le matin. Au-delà de ça, un employé, quand il a une activité professionnelle, il signe un contrat de travail et avec un cahier des charges. Et son état de santé doit en tout temps lui permettre d'effectuer les tâches pour lesquelles il a été engagé. Si d'aventure une atteinte à la santé l'empêche, soit de façon transitoire, soit de façon pérenne, définitive, d'effectuer certaines tâches, il sera en incapacité de travail. C'est ce qui est déjà arrivé à chacun d'entre nous quand on a un virus avec de la fièvre. Eh bien, pendant un jour, 2 jours, 3 jours, on ne va pas travailler parce qu'on n'est pas en capacité de travailler. Dans un contexte comme celui-là, y compris dans le cas de maladie chronique, un employeur n'a absolument pas d'obligation de faire quoi que ce soit pour adapter le poste de travail ou les conditions de travail d'un point de vue légal. Ensuite, au-delà de la loi, il y a le bon sens et la communication. Si l'adaptation du poste de travail, elle ne nécessite pas d'énormes contraintes pour l'employeur, si le fait d'adapter le poste de travail, ça lui permet de garder un collaborateur apprécié, compétent, si d'effectuer ces adaptations, ça permet à un collaborateur en incapacité de travail, donc en arrêt de travail, de revenir sur son poste de travail, si les adaptations de travail, c'est pour permettre de stabiliser le traitement lors d'un nouveau diagnostic pendant quelques semaines et puis qu'après, on peut alléger ou supprimer les adaptations, eh bien, moyennant une bonne communication, il y a énormément d'employeurs qui sont prêts à faire cet effort parce que, évidemment, ils ont plus à gagner qu'à perdre de le faire. Après, encore une fois, il n'y a pas d'obligation pour l'employeur de le faire. Et même si dans la majorité des cas, les choses se passent plutôt bien, eh bien dans certaines situations, formellement, l'employeur pourrait dire, OK, la personne n'est pas en capacité de travail pour tenir le poste pour lequel elle a été engagée. Moi, légalement, je n'ai pas l'obligation de faire une adaptation. Dans certaines situations, techniquement, il n'y a pas la possibilité de faire des adaptations. Eh bien, tant que la personne n'est pas en capacité de tenir son poste, elle doit se mettre en arrêt de travail. Et puis, si l'arrêt de travail dure ou s'il n'y a aucune possibilité à moyen terme qu'elle revienne, bien, évidemment, dans des cas plus extrêmes, il y a un risque de perdre son travail. Perdre son travail, du coup, là, on parle vraiment d'un licenciement. Ok, merci beaucoup pour ces précisions. C'est intéressant ce que vous dites parce que du coup, je pense à la capacité de travail et puis au fait qu'effectivement, le risque d'hypoglycémie existe et c'est des choses qui arrivent alors
prennent plus ou moins de temps à s'en remettre. Mais du coup, une personne qui est diabétique et qui fait une hypoglycémie, je mets des guillemets, hein, a vraiment l'obligation, enfin, doit pouvoir prendre une pause et se remettre de son hypoglycémie, puisque techniquement, elle n'est pas en capacité de travail, puisqu'elle subit des symptômes plus ou moins importants. Donc, j'imagine que là, il y a aussi vraiment une nécessité de se poser lorsqu'on est en hypoglycémie, puis de ne pas continuer la tâche. Alors, ça dépend bien sûr de la tâche qu'on effectue, mais il peut y avoir ces cas-là. Alors ça, c'est des cas, effectivement, c'est des cas réels, concrets. Alors, idéalement, il faudrait que la fréquence des hypoglycémies pour une même personne ne soit pas trop élevée. Mais finalement, l'hypoglycémie, c'est comme toute personne sur son poste de travail qui tout d'un coup fait un malaise, quelle qu'en soit la raison, hein. Je ne parle pas du diabète de type 1, je parle en général. Bien, elle doit avoir la possibilité à un moment donné d'interrompre son travail, d'avertir un collègue, un chef ou dans certaines entreprises, il y a des services de secours à l'interne. Dire je me sens pas bien, ou alors si c'est un diabétique de type 1 qui se connaît, il dit ben voilà, je suis en train de faire une hypoglycémie. Alors il n'y a pas d'obligation de dire le diagnostic ou le problème de santé, mais dire voilà, je dois m'isoler ou je dois me reposer, et surtout l'importance d'avertir et de prévenir quelqu'un de la situation. Oui, alors c'est parfait parce que ça fait le lien avec ma prochaine question et puis après, je te donnerai la parole, Giacomo. C'est vrai que moi, je me suis posé la question de à quel point on est dans l'obligation d'avertir soit au moment d'un entretien d'embauche le futur employeur ou soit lors de son travail de notre situation, voilà, de quelqu'un qui a un diabète de type 1, sachant que voilà, un métier qui ne correspond pas à ce que vous avez dit au début avec des métiers à risque, entre guillemets. À quel point sommes-nous obligés d'informer de cette situation? Alors, par rapport à un employeur, il n'y a aucune obligation légale d'informer sur son état de santé, dans le sens que l'état de santé et les données médicales sont des données qui sont très sensibles et hautement protégées par la loi. Et donc, aucun employé n'a l'obligation de donner un diagnostic, un traitement ou quoi que ce soit lors d'un entretien d'embauche face à un employeur, un manager, un employé des ressources humaines ou autre. Par contre, dans le cadre des professions où l'aptitude est nécessaire, c'est ce que j'ai évoqué au début de notre échange, la personne va être évaluée par un médecin à la demande de l'employeur pour une aptitude médicale au poste de travail. L'échange que le patient diabétique de type 1 aura avec ce médecin, cet échange est soumis au secret médical. Par contre, face à ce médecin qui va évaluer l'aptitude, le patient diabétique de type 1, là, il aura l'obligation de mentionner tous les diagnostics et tous les traitements, y compris le fait qu'il est diabétique de type 1. Et du coup, il y aura une inaptitude qui sera prononcée. Si vous postulez en étant diabétique de type 1 pour être pilote de ligne, vous aurez un entretien, une évaluation médicale d'embauche. Et là, le médecin va vous demander toute une liste de maladies. Et là, vous avez l'obligation de dire la vérité. Parce que si vous mentez au médecin lors de l'examen d'aptitude, que vous êtes engagé, que vous êtes formé comme pilote, et qu'à un moment donné, il y a un accident parce que vous faites une hypoglycémie, et puis que l'entreprise apprend que ça fait des années que vous êtes diabétique de type 1 et que vous avez caché l'information, c'est votre responsabilité légale. Donc, dans le cadre d'une aptitude, on doit dire la vérité au médecin qui évalue l'aptitude. Par rapport à l'employeur, on n'a pas d'obligation de donner un diagnostic ou un traitement. Par contre, on a soi-même l'obligation de s'assurer qu'on est en état de venir travailler. Et du coup, dans certaines professions, je pense que le médecin traitant ou le diabétologue qui suit le patient, c'est lui qui a un rôle central pour échanger avec son patient par rapport à des risques spécifiques liés à l'activité, typiquement pour le travail de nuit ou pour le travail en hauteur ou pour du travail isolé, de dire, OK, ben, moi, ça fait 10 ans que je fais cette activité. Maintenant, j'ai un diagnostic diabète de type 1 avec de l'insuline, peut-être des risques d'hypoglycémie. Quel est le risque supplémentaire que j'ai dans mon activité professionnelle? Comment je dois gérer ça?
est-ce que je dois informer quelqu'un dans l'entreprise, de quelle façon, etc., etc. Et le médecin diabétologue, je pense qu'il peut servir d'abord de personne conseil parce que lui, il connaît, et ensuite de personne relais pour faire le lien en fonction des situations. Ok, merci beaucoup. Est-ce que, Giacomo, il y a des anecdotes ou des expériences auxquelles tu penses à des personnes qui auraient vécu des situations spéciales par rapport au travail et que tu souhaiterais partager? Alors, oui, absolument. Avant de peut-être de partager les anecdotes, je crois que ce que vient de dire Jacques est extrêmement, donc le docteur Jacques Pralon, est extrêmement important parce que ce point qu'il n'y a pas d'obligation d'informer l'employeur. Je crois que ça, c'est vraiment capital. Et ça veut, et je pense qu'il faut faire une nuance subtile, mais une nuance quand même. Il n'y a vraiment pas d'obligation d'informer, ce qui ne veut pas dire que ça n'a pas du sens, justement, d'arriver à communiquer sur son état de santé. Mais cette nuance, elle est subtile et je pense que c'est vrai que malheureusement, ben, on a tous entendu des situations où l'employeur, ben, finalement, il est surtout dans la peur. Et je dirais, quand on démarre, en fait, on démarre où on doit être choisi pour une place de travail, je pense que ça fait pas de sens de le mentionner pendant des entretiens, parce que clairement, c'est disqualifiant. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas communiquer autour ensuite, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas justement être en capacité de travailler, vu que c'est une obligation légale. Mais voilà, ça n'a pas de sens d'aller en parler justement à un entretien d'embauche. Euh, L'autre point qui me venait à l'esprit, et c'est des discussions que nous avons eues déjà dans le passé avec Jacques, c'est de quelle manière on peut servir en fait de relais, de quelle manière les diabétologues, voire même diabétologues et médecins du travail, peuvent peut-être en fait amener à euh, améliorer la communication autour de qu'est-ce que je dois être capable de dire, de verbaliser sur mon lieu de travail. Et c'est vrai que c'est subtil, ça va dépendre des places. Je vais vous donner deux anecdotes. J'ai un patient qui travaillait en fait comme automaticien dans en fait, dans une industrie où il y avait de la fabrication en fait, de denrées alimentaires. Et là, la situation était complexe parce que ben, il avait eu son poste avant d'avoir le diabète, et sauf qu'il ne pouvait pas emmener en fait, de glucose, de sucre sur en fait le lieu où se déroulait son travail. Et donc vous comprenez là ben, qu'il y a un point de tension. Donc il y a vraiment là une situation d'aménagement important à faire. C'est de dire, ben, soit en fait justement le diabétologue peut dire, mais non, mais cette personne peut tout à fait travailler du moment qu'il y a un contrôle de la glycémie avant de rentrer dans les salles de machine. Et puis que si elle se sent mal, elle puisse sortir, ce d'autant que possiblement elle a un capteur, qu'elle peut regarder sa glycémie sur la montre. Bref, c'est pour dire, heureusement aujourd'hui, grâce à la technologie, grâce à l'évolution de ces 10 dernières années, on est vraiment en capacité d'être beaucoup plus proactif, beaucoup plus pro-aidant, parce que c'est sûr que là, d'aller faire une glycémie au milieu des denrées alimentaires, ben, on oublie, hein. Donc ça, je trouve que c'est une belle situation où, mais il y a réflexion à avoir et il y a réflexion à avoir. Après, peut-être un des points, et là, Jacques, on a besoin de ton aide, je crois qu'on peut aussi différencier, il y a finalement ce qu'il y a des grandes structures où en fait il va y avoir un médecin du travail, il va y avoir des relais en fait dans l'entreprise, des petites structures. Puis je pense que c'est probablement aussi, là, il y a vraiment une réflexion à avoir en tant que personne qui vit avec un diabète, de dans quel environnement socio-professionnel je suis par rapport aux ressources. Je me dis pas de bêtises, Jacques, il y a Non, bien... tout à fait. Pour évoquer ce point-là, je rebondis sur un élément que tu as mentionné. Effectivement, si légalement, il y a pas de pression, d'obligation de communiquer sur le diagnostic, idéalement, et là, c'est vraiment le bon sens, d'informer quelqu'un dans l'entreprise du diagnostic, ça peut être utile. Alors,
Dans certaines grandes structures, on a des services de santé au travail à l'interne. Ça peut être un médecin du travail, une infirmière de santé au travail. Et ces personnes-là sont soumises au secret médical comme un médecin traitant. Donc là, c'est facile d'avertir du personnel de santé à l'interne de l'entreprise. Ben, voilà, on sait que telle personne est diabétique de type 1, qu'elle prend de l'insuline, que le diagnostic est récent, qu'elle a déjà fait des hypoglycémies, etc., etc., etc. Et du coup, s'il y a un problème, on va tout de suite penser à quelque chose en lien avec son diagnostic. Dans les structures où il n'existe pas de service de santé à l'interne, parfois c'est des grandes structures où il n'y a pas de risque professionnel ou alors de plus petites structures, je pense que s'il y a la possibilité que quelqu'un de confiance à l'interne soit informé du diagnostic et du traitement, c'est toujours utile. Ça peut être un collègue, ça peut être quelqu'un de la hiérarchie, finalement, peu importe. Simplement, je pense que d'informer cette personne-là, de dire, OK, ben, tu sais, moi, j'ai un diabète, j'ai un traitement, euh, rarement je fais des hypoglycémies ou des malaises. Et puis, simplement, dans un cas comme ça, d'avoir une marche à suivre. La personne de confiance, elle va pas faire de la médecine préhospitalière pour la personne qui fait une hypoglycémie ou un malaise, mais simplement d'avoir le réflexe de dire, OK, je sais qu'elle a un diabète de type 1 et je vais simplement avertir les secours, eh bien, on gagne du temps. Euh, et je pense que ça peut vraiment être utile s'il y a une relation de confiance dans un tel contexte. Ouais. Et- et- mais voilà, on en revient, c'est finalement vraiment une problématique de communication, parce que si on résume pour la personne qui vit avec un diabète de type 1 et où tout va bien, finalement, la seule problématique, euh, c'est la survenue d'une hypoglycémie inopinée. Et ça peut arriver ben, si on a un problème avec le capteur, si ben, on n'a pas un suivi des glycémies peut-être assez régulier, ou si aussi juste un cumul de malchance. Aujourd'hui, on a quand même sur le marché le fait qu'on a du glucagon intranasal. Donc ça, c'est une aide qui est réelle en fait, parce que ben, ça signifie que le message à dire, c'est si jamais je devais faire un malaise ou si je devais me sentir pas bien, s'il te plaît, va chercher dans ce tiroir-là ce spray nasal et injecte-moi le spray nasal. Et ensuite, généralement, je vais aller mieux. Parce que c'est vrai que, de nouveau, la granularité, c'est pas très agréable de penser qu'on fait venir l'ambulance, que tout le monde me voit repartir du lieu de travail au chevet de deux infirmiers, de deux ambulanciers et ainsi de suite. Donc voilà, on en revient, hein, c'est vraiment une réflexion sur la communication. Ce que Le, je... Ouais. le point que tu mentionnes, il est vraiment intéressant parce qu'on a eu une réflexion récemment, c'était pas pour des problématiques de diabète, mais pour des problématiques d'allergie et de choc anaphylactique, avec l'accès à de l'adrénaline injectable. Et l'entreprise concernée, après réflexion, elle n'a pas voulu mettre à disposition pour ne pas mettre la responsabilité d'agir sur un collègue ou des collègues en disant ben, finalement, c'est des gens, c'est pas des professionnels de la santé. Ils n'ont pas forcément la capacité d'évaluer la situation et encore moins d'agir. Et ce serait une trop grosse pression de le faire. Et du coup, je pense que c'est vraiment au cas par cas, en fonction de la personne et en fonction de l'entourage professionnel de la personne, d'évoquer les différentes possibilités d'action en cas de situation dégradée. Ouais, absolument. Euh, un des points qui me vient à l'esprit, qui, je pense est utile à transmettre ce soir, c'est de penser aux transitions de vie et de penser aux transitions de place de travail, parce que je dirais que c'est là où généralement surviennent en fait les difficultés. Quand je suis dans une place de travail que je connais et sur laquelle je suis depuis 10 ans, voilà, je suis des patients qui sont menuisiers, qui sont charpentiers, qui sont machinistes, bref, toute une série de professions où finalement, si je tombe du toit, je me fais très mal. Si ma main voilà, rencontre certains outils, je me fais très mal, et ainsi de suite. Pourtant, fort heureusement, et je touche du bois, du fer et tout ce que vous voulez, jusqu'à présent, j'ai pas de situation, aucune situation grave qui s'est produite parce que justement,
globalement, en fait, vous vous connaissez bien et vous êtes très responsable vis-à-vis de la gestion du diabète sur vos lieux de travail. Donc, ça, c'est un cas de figure. Après, il y a vraiment un autre cas de figure, c'est je rentre dans le diabète. Et donc là, en fait, j'ai malheureusement, c'est le début et je n'ai pas l'habitude de tout ce qui pourrait m'arriver. Je ne reconnaîtrai peut-être pas la survenue d'une hypoglycémie ou des changements au niveau corporel. Et donc là, ça, c'est un point où il y a réflexion à avoir. Il y a vraiment, je vous invite à discuter avec vos diabétologues respectifs. Et puis, si on n'est pas prêt, je crois que clairement, il y a des ajustements sur le temps de travail, voire des arrêts de travail qui sont nécessaires. Parce que sans quoi, en fait, et c'est de la responsabilité du médecin diabétologue, pas en fait du patient. Par contre, le patient, évidemment, c'est de verbaliser en fait ses peurs, ses angoisses réelles, hein, qui sont clairement par Et, rapport au travail. et d'exprimer très précisément quelles sont les contraintes de son travail. Parce que un Mm. médecin ne connaît pas toutes les professions du monde par cœur et en détail. Et le médecin ou le diabétologue, dans un tel contexte, c'est un allié de choix. Donc, il faut vraiment que le patient, alors que le diabétologue pose la question de la profession et que le patient prenne le temps de décrire, parfois en détail, pour dire, ben, voilà, est-ce qu'il y a des risques par rapport à ce nouveau diagnostic de diabète de type 1? Et puis, ce point-là, je pense qu'il est vraiment capital dans la situation où c'est un nouveau diagnostic pour vraiment euh, prendre le temps nécessaire de stabiliser la situation pour permettre à la personne, moyennant ajustement, de poursuivre son activité professionnelle. Mm. Et puis, dans les autres transitions, merci Jacques hein, de ces précisions, mais dans les autres transitions, il y a aussi les transitions technologiques à pas sous-estimer. J'ai utilisé des stylos et je faisais des glycémies capillaires ou uniquement un capteur et tout d'un coup, je passe avec un système de boucle, disons, de système de délivrance semi-automatisé de l'insuline que je ne maîtrise pas, en tout cas forcément pas au début complètement. Et là aussi, en fait, je dirais, c'est d'avoir ça à l'esprit. Ok, je vais devoir être un peu plus vigilant et ce d'autant plus sur mon lieu de travail. De quelle manière je peux me faire aider? De quelle manière aussi j'ai pu évoquer en fait ces éléments-là avec l'équipe, avec les personnes qui vont vous former à utiliser ces technologies. Très souvent, on est focalisé en fait sur l'utilisation de la technologie et on pourrait ne pas prendre assez de temps justement de développer, de contextualiser par rapport à la situation de travail. Ça fait pourtant partie clairement des éléments qui doivent être évalués, mais c'est à faire. Donc, de nouveau, mon encouragement est mentionner la situation de travail, que ce soit extrêmement clair pour les personnes qui vous accompagnent, qui vous forment à la technologie, et aussi de peut-être pas faire ces changements de technologie dans les situations de surcharge professionnelle, de gros dossiers à rendre avec un délai court, parce qu'en fait, là, on se charge trop, puis on n'est plus après C'est pas grave. C'est Gastel. Ouais, ouais. Salut Loïc, tu vas bien? Pardon, on m'entendait, je suis avec Cyrus. Bonjour, docteur. Hello, hello. Des questions, des éléments que vous avez envie d'amener? Nous, on vient d'arriver, donc on découvre. On D'accord. découvre. Alors, Bienvenue. Et salut, bienvenue. France. Hello, merci. Un point supplémentaire, Jacques. Est-ce qu'on on peut faire finalement une demande si je me dis voilà, je suis patient, je m'interroge parce que en fait, je ne sais pas en fait, quelle attitude avoir vis-à-vis de mon employeur à un spécialiste du travail, de la médecine du travail comme toi. Bien sûr. Euh, un médecin du travail peut tout à fait voir en visite médicale un patient diabétique de type 1 pour évaluer en fonction de son activité professionnelle, des contraintes et des risques liés à sa profession, évaluer sa capacité et son aptitude à tenir le poste. Et puis, c'est des situations qui arrivent, y compris pour les entreprises
pour lequel le médecin du travail n'est pas mandaté directement par l'entreprise, de prendre contact avec l'entreprise et puis de faire certaines recommandations. Après, en fonction de ce que le patient a communiqué à son employeur en termes de diagnostic, eh bien, on va respecter le cadre. S'il n'y a pas de diagnostic qui a été donné, on peut émettre des recommandations de restriction ou d'adaptation en mentionnant simplement que c'est pour raison médicale. Et puis, si le patient a été totalement ouvert sur le diagnostic, ben, du coup, en général, quand on prend contact, l'employeur est déjà au courant du diagnostic, du traitement. Et souvent, c'est un petit peu plus simple. Et du coup, là, on peut effectivement être précis pour adapter le poste de travail. Et les adaptations, ça peut être les horaires, ça peut être la possibilité d'un lieu de pause au besoin, euh, gestion médicaments de secours, sucre, euh, travailleurs isolés, mise en place d'un BIP spécifique en cas de problème avec une alarme, etc., etc., etc. Donc, le médecin du travail, ça peut être un appui au diabétologue et ou aux patients diabétiques pour préciser certains éléments par rapport à l'activité professionnelle. Extra. Peut-être je ne sais pas si toi tu as d'autres éléments, France, sinon j'ai encore une ou deux anecdotes peut-être à évoquer, mais vas-y si toi tu avais quelque chose qui te traversait l'esprit. Oui, moi j'avais juste une question. Alors, je crois savoir la réponse, mais pour clarifier, on a beaucoup parlé de certains métiers avec apte ou inapte. Mais qu'en est-il de situations où bon, on a un métier qui est, je ne veux pas dire plus ou moins à risque, mais voilà, où on doit vraiment avoir une glycémie relativement contrôlée. Et du coup, est-ce que c'est des cas de figure qui arrivent d'avoir une personne qu'on met inapte parce que glycémie à contrôler ou c'est un petit peu ça ma question, c'est cette zone de flou ou est-ce qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui a une hémoglobine glyquée peut-être un peu pas dans les normes pour l'instant, peut être inapte et après redéclaré apte, enfin comment Oui, ça se passe? oui, oui, alors tout à fait. Les éléments autour de l'aptitude, en général, il y a trois possibilités. C'est apte, inapte ou bien apte avec restriction. Et puis l'inaptitude elle-même, elle peut être temporaire ou définitive. Donc, on peut tout à fait se retrouver dans une situation où un patient diabétique de type 1 peut être déclaré inapte, mais transitoirement, parce que c'est le cas classique, l'entrée dans la maladie, un mauvais contrôle glycémique, et du coup, il est déclaré inapte tant que le contrôle glycémique n'est pas satisfaisant. Et puis, c'est un échange avec le diabétologue et le patient, évidemment. Et puis, quand on a suffisamment de recul et qu'on estime que euh, le patient peut à nouveau accomplir les tâches à risque, eh bien, l'inaptitude transitoire est levée et la personne peut reprendre son poste. Ça, c'est vrai pour les situations où le diabète de type 1 et ses traitements ne sont pas une contre-indication formelle et définitive. Si je reviens sur mon pilote d'avion, lui, l'inaptitude, elle sera prononcée et elle sera définitive. Il n'y aura pas d'inaptitude transitoire, on ne va pas essayer de stabiliser les glycémies, etc. Dans des cas très stricts, c'est inapte. Mais dans toute une série de cas où on a des risques et qu'on accepte que les risques sont gérables si le traitement est stabilisé, eh bien, on peut tout à fait imaginer une période d'inaptitude transitoire, le temps de stabiliser une situation nouvelle ou décompensée, et puis après, la personne, elle reprend son activité. Donc ça arrive tout à fait. Ok, merci beaucoup. Giacomo, tu avais des anecdotes à partager? Oui, je pense en fait c'est le diable se cache vraiment dans les détails. Mais je vous donne un exemple. Euh, Qu'est-ce qu'on fait avec une patrouilleuse scolaire? Hein? A priori, on pourrait se dire ben, le risque, il est pas si grand en fait. Elle ne va pas tellement bouger, mais en fait, si elle est en situation d'hypoglycémie puis qu'elle n'est pas capable de l'identifier, ben là, personne de nous a envie d'imaginer que la patrouilleuse scolaire en fait n'est pas apte en fait
arrêter la circulation au bon moment. Et des situations comme ça, on peut en fait vraiment en décrire beaucoup. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment être particulièrement attentif de, voilà, il y a vraiment des situations, il y a des individus, et puis et en fait il y a nécessité en fait d'évaluer en fait chaque situation de manière en fait voilà détaillée, complète. Mais au niveau du diabète, au niveau du diabète de type 1, je dirais pour ma part, le risque d'hypoglycémie, hormis quelques situations de diabète très rares, il est toujours gérable. On arrive en fait avec les technologies actuelles, avec la formation des patients, à avoir des personnes qui sont en fait en situation de sécurité. En revanche, euh, les chiffres qu'on a au niveau américain et on a des chiffres qui ne sont pas encore publiés au niveau en fait roman, c'est qu'il y a toute une série de personnes qui se mettent en hyperglycémie induite par le travail. Et ces chiffres sont conséquents, c'est 30% aux États-Unis, nous on trouve un chiffre supérieur à 30% dans la région romande. Donc là, vous voyez, c'est une situation qui est plus complexe parce que le travail est tellement important que je me mets dans une situation où je ne vais surtout pas être gêné par mon diabète et en tout cas par une hypoglycémie pour le faire. Sauf que 10, 15, 20 ans plus tard, ben après, on fait face aux conséquences en fait, de ces hyperglycémies. Et donc, à nouveau, hein, c'est une réflexion, une invitation à discuter les situations de travail, parce que ben, souvent, on n'a pas tellement envie de dire, parfois à soi-même, peut-être au diabétologue, de dire, mais finalement, j'ai envie d'être au calme, je n'ai pas envie de penser au diabète quand je suis sur mon lieu de travail, donc je me mets un peu plus haut. Euh, et les chiffres sont conséquents, hein, une personne sur trois. C'est très, très intéressant cette anecdote et c'est vrai que dans le milieu professionnel, à répétition, eh bien, ça a d'autant plus de conséquences qu'une activité ponctuelle qu'on pourrait imaginer dans les loisirs ou autres. Ouais. Peut-être que quelqu'un a une question aussi dans je dis le public, je ne suis pas sûre que ce soit le bon terme, mais n'hésitez pas en tout cas à poser vos questions, hein, c'est aussi le but de ces rencontres, que ce soit interactif. Pour l'instant, pas de questions, pas de main levée. Pardon, j'aurais peut-être juste une question pour le docteur Jack. Jack Pralon, pardon. Je me demandais dans quelle mesure, en tant que médecin du travail, vous arrivez à vous tenir à jour un peu avec les nouvelles technologies suivant certaines maladies, parce qu'on a justement des effets on peut avoir une meilleure gestion de la glycémie, le risque peut être réduit, et je me demande à quel point la communication se fait entre les différents acteurs de santé pour, pour réussir à évaluer le risque correctement. En fonction justement des traitements avec une boucle fermée, le risque d'hypoglycémie sera très différent que pour une personne avec des injections. Ouais, c'est un très bon point, c'est une Voilà. excellente question. Et effectivement, les choses évoluent. C'est vrai pour le diabète, c'est vrai pour plein d'autres problématiques de santé, et notamment au niveau de la prise en charge et des traitements. Euh, on est spécialiste en médecine du travail, mais on n'est pas des polyspécialistes. Et dans ce contexte-là, les échanges avec le médecin diabétologue en charge du cas, il est aussi très important. Donc, on a tout à fait la possibilité de prendre contact quand on évalue une situation avec le ou les médecins qui suivent le cas, qui connaissent beaucoup mieux le patient. Et puis, si c'est un médecin spécialiste qui connaît très bien les problématiques liées à l'évolution de la technologie, de la prise en charge et tout ça. Et en général, quand on rend un avis ou des recommandations, c'est toujours après concertation et c'est quelque chose dont tout le monde est d'accord. Donc ce point-là, il doit vraiment être précisé et du coup on échange avec nos collègues quand ça devient trop pointu, trop spécifique ou bien qu'on a un doute. Ça,
ça m'est arrivé à de nombreuses reprises en fait d'avoir voilà, des sollicitations par des médecins en fait spécialistes du travail, en me disant mais de quelle manière on doit statuer. Là encore, hein, c'est un encouragement, c'est si vous avez une convocation chez votre médecin du travail, je crois il est surtout urgent de prendre aussi un rendez-vous avec votre diabétologue, souvent même au préalable, dans un monde idéal, pour en fait préparer ce type d'entretien. Vous avez une obligation de dire les choses, mais c'est aussi de comprendre, en fait, d'y arriver préparé sur ce que pense aussi votre diabétologue de la situation. Parce que ça permet, voilà, de nouveau d'avoir un discours plus clair. Et de toute façon, le diabétologue, il est contacté, je crois, de manière systématique hein, par le médecin du travail, hormis si voilà, c'est quelque chose de malheureusement très formel. Je souhaiterais conduire voilà, une locomotive. Ben non, CFF, c'est un nom formel, quoi. Et l'autre point peut-être, c'est que vous pourriez aussi ne pas être d'accord en fait avec le médecin du travail ou votre diabétologue. Et je pense que là aussi, en fait, on peut clairement solliciter un deuxième avis d'un autre diabétologue en fait ou d'un. Alors du médecin du travail, ça va être compliqué, je pense, hein, parce que le médecin du travail, il est mandaté par l'entreprise. Mais voilà aussi de savoir qu'il y a manière de répondre, hein. On peut répondre en fait à des avis d'experts. Je crois qu'on a toujours quoi, 14 ou 30 jours. Je pense qu'on a, Même plus, ouais. ouais, c'est même pas forcément un contexte légal, hormis les cas d'aptitude stricte, hein. Je pense qu'on a toujours le droit, comme dans toute situation médicale, de demander un deuxième avis. Et puis, effectivement, le médecin du travail, si c'est le médecin du travail de votre entreprise, euh, lui, il est mandaté par l'entreprise, mais il doit garder son indépendance professionnelle. Mais au-delà de ça, il y a toujours la possibilité de solliciter un médecin du travail comme on solliciterait un cardiologue ou un dermatologue, indépendant de l'entreprise concernée et simplement pour avoir un deuxième avis par rapport à une problématique liée diabète et travail. Mm. Je me permets de vous interrompre car on a une question dans le chat qui me paraît tout à fait pertinente. Il s'agit de l'aptitude pour le service civil. Est-ce qu'un jeune homme diabétique type 1 est d'office exclu? Est-ce qu'il faut un... Excusez-moi, j'arrive pas à lire, j'ai un truc devant. Est-ce qu'un certificat du diabétologue peut permettre un accès au service militaire et ou civil sous condition de la fonction? Et si ce n'est pas le cas, est-ce qu'il pourrait avoir accès à la protection civile pour réduire sa taxe militaire? Plusieurs questions, mais je vous laisse la parole. Euh, je- alors, je vais peut-être répondre et Jacques, tu hésites pas de compléter en fonction de ce que tu sais, mais je dirais, euh, c'est déjà arrivé, mais il a fallu se battre. Ça m'est pas arrivé moi directement, mais en tout cas, la situation m'est connue. Et en tout cas, c'est de cette manière-là que je présente le certificat pour le service militaire. C'est si on ne souhaite pas faire le service militaire, en fait, on peut dire voilà, qu'on a un diabète de type 1 et qu'on pense ne pas être apte, et je dirais ça passe assez facilement. Mais de la même manière, on peut aussi dire qu'on souhaite le faire et en fait, clairement, être déclaré apte par le diabétologue sous réserve en fait de l'absence du port de l'arme, parce que l'arme, en fait, là, il y a un danger en fait, que l'armée ne va pas prendre, ne va pas accepter de prendre. De la même manière dont je crois dans la police, en général, la police ne va pas accepter en fait d'engager quelqu'un avec un diabète de type 1 parce que le port de l'arme, malheureusement, ben, s'il y a une situation d'hypoglycémie, c'est compliqué. Donc aujourd'hui, c'est comme ça que c'est organisé. Donc pour répondre simplement à la question, à ma connaissance, oui, ça va demander du travail, ça va généralement demander des recours, mais on peut en fait, parce que c'est déjà arrivé, être déclaré apte à faire le service militaire, même en ayant un diabète de type 1. Et puis, il y avait le pendant pour le service civil, mais du coup, le service civil, je crois que c'est beaucoup plus simple parce que les civilistes, ils sont amenés à travailler dans des structures professionnelles standards. Et du coup, là, on retombe sur le cas d'un employé diabétique de type 1 qui
effectuent une activité professionnelle dans cette structure. Donc, pour le service civil, en tout cas, je pense que c'est relativement simple. C'est comme pour une profession en général. Et puis, je partage exactement l'explication que tu as donnée pour le service militaire, l'école de recrue, en fonction de la situation médicale et de l'intérêt de la personne concernée. Ouais. Je crois que je dirais le point de détail, c'est que si vous n'allez pas en fait au recrutement ou si vous êtes déclaré inapte à l'issue du recrutement, vous ne pouvez pas forcément faire la demande pour le service civil. Et donc c'est là que se joue en fait qu'il faut être attentif et justement passer l'étape du recrutement pour ensuite faire la demande au service civil. Ok, donc une certaine chronologie à respecter. Oui, oui. Je crois qu'il y avait Euh, une question d'Inès. Peut-être pas, c'était juste une erreur d'icône. oui, pas de souci. Parfait. Eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de conclure gentiment ce Midi Expert. Peut-être de rappeler un petit peu les messages forts qui ont été dits aujourd'hui, c'est-à-dire que la majeure partie du temps, vraiment, on peut travailler avec un diabète de type 1 et que certaines fois, ça nécessite des agencements, mais que si on a une bonne relation, on travaille avec son employeur, c'est tout à fait envisageable. Et d'avoir un rendez-vous avec le diabétologue au préalable s'il devait y avoir un rendez-vous avec le médecin du travail pour voilà, bien que le diabétologue soit au courant de la situation médicale. Rappelons qu'on n'est pas obligé de dire notre diagnostic, on n'est pas obligé de dire à un entretien d'embauche qu'on a un diabète de type 1. C'est clair qu'entre deux dossiers à choisir, ça pourrait être un critère en notre défaveur. Et puis, au travail, l'avantage quand même d'avoir au moins une personne qui est au courant du diagnostic, simplement pour la sécurité et que si tout d'un coup il arrive quelque chose, que quelqu'un soit au courant, ça peut être précieux. Donc, une bonne communication et surtout évaluer les situations au cas par cas, parce qu'on a vu, c'est complexe. Voilà. Merci beaucoup en tout cas pour votre participation. Je vous mets en commentaire le petit lien pour voilà, le questionnaire de satisfaction. Ça prend 2 minutes. Donc si vous avez des idées, des thématiques que vous souhaiteriez aborder, n'hésitez pas. De notre côté, on aura comme événement un échange d'expériences à la Fondation le 14 mai autour des outils pour la gestion du diabète de type 1. Donc si vous voulez parler de la gestion du matériel qui aide, les boucles fermées, mais aussi les stylos à injection, et parler avec d'autres personnes qui ont fait certains choix, ce sera l'occasion de discuter tous ensemble. Et autrement, un prochain Midi Expert le 4 juin pour les activités aquatiques avant l'été. Voilà, sinon toutes nos activités sont mises sur le site internet, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Et encore un grand merci au Dr Jacques Pralon pour sa présence. Merci encore pour l'invitation et pour ce moment d'échange. Merci.